sont placés sous mandat de dépôt et le dossier qui est désormais en instruction. Qu'est-ce que cela peut bien signifier, Emile Guérin? Mais ça veut dire simplement que toutes les preuves ne sont pas encore réunies. Ça veut dire simplement qu'il faut plus d'enquêtes dans le dossier pour comprendre les tenants, les aboutissants. Étant donné que les inculpés n'ont pas reconnu les faits qui leur sont reprochés. Oui, les inculpés n'ont pas reconnu. Donc le procureur, le ministère public a besoin de plus d'enquêtes pour étayer ses preuves, pour apporter plus de preuves à ces accusations. Le juge d'instruction aussi, ou le juge a besoin aussi de mener parallèlement ces enquêtes, ainsi que les avocats de la défense. Les avocats de la défense ont besoin aussi de faire les enquêtes, d'apporter des preuves en faveur de la non-culpabilité dont plaident les mises en cause. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ça va forcément durer encore quelques mois. On a quelques mois d'attente pour que le procès ait vraiment lieu. Et vous savez, une affaire d'État comme celle-là est quand même très sérieux. On ne peut pas penser à la légère, quelles que soient les implications, quels que soient les schémas dans lesquels se positionne cette affaire. Ça demeure une affaire d'État. Donc il faut la prendre avec tout le sérieux et pour que la justice soit dite. On verra les implications politiques lorsqu'on sait que l'un des mis en cause a des ambitions politiques, ambitions présidentielles. On verra tout cela. Mandat de dépôt, dit-on, Olivier Michel Descampos. On a entendu certains juristes analyser la situation et estimer qu'il s'agit là d'un mandat de dépôt criminel et non correctionnel. Qu'est-ce que cela pourra signifier en termes de la durée? Emile Guérin disait tout à l'heure qu'il faudra du temps pour analyser tous les éléments d'enquête. Oui, déjà, je pense que ce qu'il faut commencer par clarifier ou expliquer davantage, c'est d'abord ce que c'est que le mandat de dépôt, qui est un acte juridique qui ordonne la mise en détention donc par un juge de détention provisoire, bien entendu, d'un prévenu. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, il peut s'agir soit d'un mandat de dépôt criminel ou d'un mandat de dépôt correctionnel. Le mandat de dépôt correctionnel étant donc celui-là qui intervient en cas de comparution immédiate et lorsque le prévenu demande un certain temps pour préparer sa défense. Et donc le mandat de dépôt criminel dont il s'agit dans le cas d'espèce, comme le disent certains... Nous sommes là d'un mandat de dépôt. Un mandat de dépôt criminel. En raison de la nature même des faits qui sont reprochés. Des chefs d'accusation. Voilà, qui pèsent contre les différents prévenus. Et donc ça, c'est une durée qui peut aller de l'ordre de 6 à 1 année. C'est pour ça que mon confrère disait tout à l'heure que ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'on ne sait pas exactement quelle peut être la durée que cela va prendre. Tout dépendra du juge d'instruction qui est justement en train de mener les investigations nécessaires pour permettre justement la manifestation de la vérité. Il s'agit donc tout simplement de rassembler tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de preuves pour soit corroborer les différentes les différents questionnements que l'on a pu avoir sur le dossier pour que, justement, lors du procès, chacune des parties, que ce soit la partie du juge d'instruction, la partie donc du procureur de la République puisse dire ce qu'il a dit et que les avocats... pour durer dans le temps? Oui, tout dépendra. Vous savez, on dit souvent que le calendrier, l'agenda de la justice n'est pas forcément celui de la politique. Donc tout dépendra de la célérité que les uns et les autres vont y mettre ou tout simplement des éléments dont l'on dispose, dont le juge dispose. C'est cela qui va déterminer si on sera dans une procédure qui va aller très vite. On a déjà vu par le passé, je ne voudrais pas revenir là-dessus, d'autres cas où on a eu des procédures, on a eu des procès qui se sont organisés très rapidement. On a eu donc une procédure très rapide. Donc tout dépendra effectivement de la nature des preuves dont disposent les juges et également de ce que vont dire les avocats de ces différents prévenus. Parce qu'il faudrait que les avocats puissent également avoir suffisamment de temps, puissent avoir accès au dossier, accès
aux éléments qui accusent leur client pour pouvoir faire les recherches nécessaires pour apporter les éléments contradictoires. Parce que là, on est dans une procédure de contradiction. Il faut bien pouvoir apporter la preuve contraire de ce que les uns et les autres vont pouvoir avoir. Donc, tout ceci peut ou ne pas prendre du temps en fonction donc de comment le dossier va évoluer lui-même et des éléments qui seront apportés par les uns et les autres. Alors, Emmanuel Maïga, vous avez entendu donc les chefs d'accusation retenus contre Olivier Bokor et Oswald Romeki, deux personnalités politiquement très affichées, atteinte à la sûreté de l'État, complot, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics. En France, par exemple, qu'est-ce que cela peut peser comme peine? En fait, oui, avant de vous répondre, je dirais que pour compléter ce qu'ont dit mes deux confrères, je note surtout un élément important par rapport à ce genre d'enquête, c'est de limiter la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir communiquer pour pouvoir avoir le même niveau d'information et de cette façon, au moment de la contradiction, essayer de jouer les juges, vous voyez. Donc, quand il y a ce mandat de dépôt, c'est la possibilité de toute façon de pouvoir les isoler et de ne plus pouvoir échanger, j'allais dire les bonnes pratiques, mais non, mais plutôt les informations qu'ils ont pour ne pas dire la même chose et montrer qu'ils sont divergents et pouvoir les confondre, quoi, voilà. Et alors, bon, et donc, comme sur ce fait, justement, ils sont pas tous les deux, par exemple, dans la même maison d'arrêt. Je crois que c'est bien l'expression juste. L'un en prison à Cotonou et l'autre à Missirete. On est à une centaine de kilomètres de Cotonou et Malgré, oui, parce qu'il y a Porto Novo, et Missirete et après la ville de Porto Novo. Oui, Emmanuel Maïga. Oui, mais vous savez, tout cela, c'est surtout dans le sérieux. Il faut voir le sérieux de la prison. Moi, je vois par exemple dans mon pays, il y a quand même dans les prisons d'arrêt ou dans les procédures d'enquête, parfois les gens sont selon que vous serez puissant ou misérable, vous vous retrouvez dans votre cellule avec votre portable. Donc, vous voyez, et ça, je crois que c'est quelque chose comment dirais-je, de délicat. Et il faut se réunir tous les moyens pour pouvoir les confondre au moment où l'enquête aura lieu et pourra aboutir à définir les chefs d'accusation. Donc voilà, et maintenant pour revenir à votre question par rapport comment dirais-je, à la peine éventuelle. Voilà, la peine. Je suis désolé, je ne connais pas le droit béninois, mais je crois que effectivement, c'est quand même, dans des affaires criminelles, ça coûte cher. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre en moyenne dans les 5 ans, donc minimum. Donc je ne sais pas, mais je peux dire que ça c'est des choses qui ne se... On a entendu des analystes, des juristes béninois aller jusqu'à une dizaine d'années. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes et c'est après. Les enquêtes, si réellement les enquêtes étaient concluantes du fait qu'ils étaient réellement des auteurs ou des complices de ces chefs d'accusation portés contre eux. On est d'accord là-dessus. On porte bien des gants, on est dans des thèmes vraiment juridiques et judiciaires. La durée est quand même relative, la durée du procès est relative. Ensuite, il y a une jurisprudence par rapport à la criette. D'abord, il faut comprendre le statut juridique d'une cour spéciale n'est pas de longue durée. Donc, ça fait que la criette libère rapidement les dossiers. On a vu quand même des cas d'atteinte à la sûreté qui ont été rapidement, vite libérés et les peines ont été prononcées. Ça peut être également le cas, on ne connaît pas les preuves dont dispose le ministère public aujourd'hui, on n'en connaît pas. Est-ce qu'il a tout livré? Évidemment, non, il ne peut pas tout nous livrer. Donc, lui seul détient la clé du procès. Et s'il demande au juge d'annoncer, enfin, de vite, que le procès se tient de vite, avec les preuves qu'il a. Et une affaire comme ça, vous savez... Sur la durée, ça peut aller vite. Vous savez comme ça se passe ces genres d'affaires. Il y a peut-être aussi d'autres personnes qui ne sont pas encore appréhendées et que les enquêtes vont révéler beaucoup de choses après. On n'en sait pour le moment rien. Et que même les mises en cause qui aujourd'hui on le sait, ils ont plaidé non coupables. Et si peut-être demain, ils changeaient d'avis pour aller plus loin, on n'en sait rien. Donc, ça peut ne pas durer, le procès, comme ça peut aussi durer. Mais je pense qu'avec la criette, ça va aller beaucoup plus vite, peut-être.
pour aller... Oui, allez-y. Pour abonder dans votre sens de prudence, Michel je pense qu'à ce stade, nous sommes au stade, comme l'a dit tout à l'heure, pour le juge, puisque le dossier en instruction, il s'agit de rassembler les preuves sur justement la commission ou non de cette infraction-là qu'on a constatée. Et donc, ce qui est important quand même de rappeler ici, c'est que à l'issue de cette procédure-là, le juge peut décider soit de renvoyer cette fois-ci l'affaire devant la juridiction adéquate, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou tout simplement déclarer le non-lieu au cas où il n'y aurait pas eu suffisamment d'éléments, en tout cas assez probants pour incriminer les uns et les autres. Donc, je pense que c'est pour cela que, comme vous l'avez dit, il faut rester quand même assez prudent à ce stade-là, parce qu'on ne sait pas justement ce dont dispose le ministère public en termes d'éléments, en termes de preuves, et tout ce qu'on pourra donc avoir dans le développement futur donc, de cette affaire. Voilà. Vous avez commencé déjà à le dire rapidement, Emmanuel Maïga, les implications politiques. Je voudrais qu'on en parle. On sait que des acteurs politiques béninois, opposition comme Mouvance, ont commencé à réagir suite aux conclusions, on va dire, partielles de ce dossier. Que risque-t-il? On sait qu'ils ont affiché des ambitions politiques et nous sommes à moins de 2 ans, à 1 an et demi des élections générales, une première au Bénin depuis la conférence des forces vives de la nation de 1990. Vous savez, monsieur, par exemple, monsieur Talon sait très bien qu'il en joue, il joue gros. C'est vrai qu'il n'aura plus peut-être besoin de son cher ami qui a été son financier, le financier de la République pendant les 2 mandats. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de prendre à témoin la trahison qu'il a consommée. Et donc, je crois que c'est ça le problème. Parce que vous regardez l'aspect symbolique de ce procès-là, c'est pour ça que moi je dis que, ok, c'est vrai, dans la forme, on a comme l'impression que ça va suivre son cours, mais rassurez-vous, à côté de cela, il y a, même si vous pouvez penser que le judiciaire est libre, mais il y aura une impulsion du chef de l'État qui va dire soit allez vite, soit faites comme ceci, soit faites comme cela. Donc voilà, mais ce dont je suis certain, c'est que ça dépendra des issues politiques. Est-ce que M. Talon veut vraiment se fâcher définitivement avec ses amis-là, et notamment le financier. Donc, s'il veut vraiment se fâcher avec lui et qu'il consomme la rupture, donc oui, il va tout faire pour le laisser en prison. Mais ça m'étonnerait. Donc, je crois qu'ils vont jouer comme ça. Peut-être qu'il va le laisser en prison pendant le temps qui reste de son mandat. Et puis, au moment où il va partir, il va le sortir. Alors, vous avez dit, je voudrais que vous reprécisez, Emmanuel Maïga, qu'il pourrait, cette éventualité, vous ne l'excluez pas, le laisser en prison jusqu'en 2026. Dites-vous, est-ce que là, vous mettez une tache noire à l'indépendance de la justice? Est-ce que c'est en fait ce que vous mettez en exergue? Vous savez, l'indépendance de la justice, nous le savons tous, les analystes sont là, ils vous le diront. Sur le papier, c'est connu, c'est écrit, il y a séparation des pouvoirs. Mais nous savons aussi que les magistrats, par exemple, de la Cour et les magistrats, ne sont pas nommés toujours donc, de la même façon. Et parfois, ces magistrats reçoivent des instructions de l'État, même si ils ne sont pas obligés de les accepter. Mais le fait qu'ils aient été nommés par des gens qui ont nommé ceux qui les nomment, donc moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de justice ou de liberté dans la justice béninoise, c'est pas mon propos, mais je dis que la politique, le politique en l'occurrence, a souvent la volonté d'intervenir dans la machine judiciaire pour pouvoir donner un petit peu, flécher le sens des décisions. Ce sont des acteurs politiques, Emile Guérin, Michel Descampos, dans ce dossier, le ou la politique ne pourrait pas rester loin? Pas possible. Ben, écoutez, ça c'est tout le monde le sait, c'est un leurre de penser que la justice est dépendante dans les pays où les juges sont nommés par le pouvoir d'État. Ça, c'est clair. Même en Europe, en Occident, il y en a. Et que le politique a toujours cheminé avec la justice. Et c'est une évidence. Cela ne pose pas
pour moi, il y a le problème, serment, il y a y est dedans pendant longtemps. l'expression l'ingratitude, le fait de ne pas forcément rester reconnaissant. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Ça, c'est pour les bébés intellectuels qu'il faut servir ça. C'est pas évident, même dans les grands pays. On sait comment aujourd'hui, aux États-Unis, on instrumentait la justice contre des candidats. En France aussi, il y en a également. Et donc, ce n'est pas nouveau. En fait, ce qui est là pour moi aujourd'hui, c'est d'utiliser les enseignements nécessaires idoines dans cette situation. Que pense le peuple aujourd'hui? Quels sont les impacts? On va revenir justement aux implications sociales. Okay. Alors, oui, vous ne voyez pas la politique loin de ce dossier. Non, ce sont des acteurs politiques qui sont quand même inculpés dans le dossier. Le fait même que ce soit des acteurs politiques qui sont inculpés fait de cette affaire une affaire politique. Je ne vois pas pourquoi est-ce que, vous savez, souvent il y a ce fétichisme-là autour de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'il s'agit d'acteurs politiques et pas des moindres, d'acteurs politiques majeurs. On est à quelques mois, à peu près d'une échéance électorale majeure. Et on a un fait comme ça qui se produit, qui est avec les accusations qui sont portées contre les mises en cause, ça va forcément prendre un caractère politique. Maintenant, dire cela ne veut pas forcément dire qu'il y aura instrumentalisation, parce qu'il faut quand même faire la distinction entre les deux. Ce que moi je considère, c'est qu'il y a un travail qui va se faire du point de vue de la justice, qui va faire son travail, et puis les prévenus, leurs avocats ici vont faire le travail, et puis on verra à l'arrivée ce qu'il y aura comme débat, ce que le procès va donner, et chacun pourra se faire son opinion, des déclarations, des preuves qui seront donc mises sur la place publique, et puis on va pouvoir voir clairement ce qu'il y a de fait. Quoi qu'il en soit, il est évident que nous sommes dans un cadre, comme je l'ai dit déjà à l'entame, où la politique n'est pas étrangère, n'est pas loin. Forcément, vous avez déjà pu constater depuis le début, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, les déclarations politiques qui ont été faites dès l'annonce de cette affaire. Et par rapport à cela, si vous permettez, c'est quand même assez surprenant que des acteurs politiques, je veux parler des partis politiques en l'occurrence, n'attendent même pas que le dossier quand même aille à un certain niveau et commence déjà par faire des déclarations de condamnation. Ce qui montre l'influence politique. Ce qui montre d'ailleurs... va jalonner. Oui, ce qui en fait une affaire politique, en fait, une affaire politique de par la nature de ceux-là qui sont mis en cause. Mais ce qui est grave, à mon avis, et dont je parle justement, c'est cet empressement-là à faire ce genre de déclaration-là de la part de partis politiques dont même sont issus les personnes qui sont mises en cause, en tout cas pour au moins l'un d'entre eux dont on sait la couleur politique. Et donc, ce qui est davantage grave à mon sens, c'est que ils ont commencé par parler de tentative de coup d'État, alors même que la justice, quelques jours après, vient requalifier les faits et nous parle aujourd'hui d'atteinte à la sûreté de l'État, de complice. Donc c'est pour dire quand même, il y a quand même une sorte de... Le dossier pourrait évoluer. Et il faut que les acteurs politiques fassent attention dans la manière dont ils appréhendent ce genre de sujet. On va voir les implications sociales. Je voudrais vous entendre dire juste une phrase sur cet aspect de la question Emel Guérin. Est-ce une analyse de bébé intellectuel ou politique que de penser que les deux personnalités politiques peuvent être très rapidement lavées de tout soupçon et sorties de la prison? Bon, ben écoutez, ça dépend. Et participer aux prochaines échéances électorales, la question est là. Oui, tout le monde vise 2026. Tout est possible. Si c'est le cas, s'ils sont innocents, ils seront blanchis. Ou s'ils même ne sont pas innocents, que le politique décide de faire de cette affaire ce qu'il veut. Quel homme politique ne peut pas se réjouir d'avoir une telle situation en main et de la manipuler comme d'habitude les politiques le font. C'est légitime, c'est normal. Surtout que quand on voyait ces deux acteurs principaux, que disait le chef de l'État il y a quelques mois? Le chef de l'État a publiquement déploré le comportement de l'ancien de M. Omeki, lui qui a participé pleinement, activement au remodelage du système partisan et qui vient annoncer publiquement
enfin, contre que le toute meilleur attente, président après serait son acolyte, ça lui a M. valu son Bokor. poste de ministre. Ça lui a valu son poste, nous a-t-on dit. Alors si c'est le cas que le chef de l'État même s'est exprimé, il s'en était même offusqué. Il faut voir le temps et puis le visage avec lequel il s'était prononcé ce jour-là. Ça veut dire que ce sujet lui tient beaucoup à cœur. Et puis après, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu certains ministres, par exemple... visé aussi dans des rencontres, estimé qu'il n'était pas... Il y a certains ministres qui sont visés dans cette affaire, comme l'ancien ministre de la Justice, qui est aussi visé dans cette affaire, écoutez bien, qui, par exemple, a été officiellement limogé, mais qui dit en privé qu'il a plutôt démissionné parce qu'il y avait des désaccords. Et là, ce n'est plus un secret aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en train de dire, regardez le chef de l'État, il n'a pas la situation en main. Quelqu'un qui a dit un jour que publiquement qu'on ne chante pas une équipe qui gagne. Une semaine ou 2 semaines après, il y a eu 3 à 4 démissions dans son gouvernement ou limogeage. Cela veut dire que le problème est très sérieux. Et puis, son cousin est très proche conseiller, l'éminence grise, dit-on, M. Dayon, est parti comme on l'a vu. Donc, ça veut dire déjà qu'il y avait déjà de l'eau dans du gaz à un moment donné. Et que maintenant, cette situation vient monter le mercure, vient pousser la situation à son comble. Et que nous sommes en train de voir les effets de cette dissension, de cette divergence de façon empirique. Alors, Emmanuel Maïga, dernier aspect que je voudrais qu'on aborde dans ce dossier, ce sont les implications sociales, voire même économiques. On sent le peuple béninois jusqu'à présent rester un peu observateur de tout ce qui se passe là. Ne se sent pas vraiment concerné. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné du dossier, les langues sociales pourraient se délier lorsqu'on sait que ce sont des personnalités politiques, donc forcément qui ont des soutiens, des tentacules à la base. Et est-ce que cela pourrait déteindre également sur l'économie ou pas? Assurément, monsieur Ondefa. Vous vous rendez quand même compte que socialement, le problème qui se pose, ce n'est pas propre à l'Afrique, au Bénin, pardon, mais à toute l'Afrique. Vous voyez que il y a 2, j'allais dire, ou 3 strates sociales. Vous avez ceux qui sont dans la mouvance du pouvoir, qui baignent dans l'opulence et qui se jouent des millions et des milliards. Vous avez vu le Prado ou le 4x4 qui est arrivé avec des millions de billets. Vous croyez que ça laisse indifférent, ça? Ça ne laisse pas indifférent, ça. Et regardez à côté de cela, on parle de la CEDEAO des peuples et qui n'arrive pas à émerger. Donc, et on connaît le rôle de M. Talon par rapport à ce qu'on veut parler de, ce qu'on aimerait que la CEDEAO des peuples soit. Donc, mais qui ne l'est pas. Donc, vous voyez, une fois que c'est comme tel, c'est normal que la population ne dise pas grand-chose. Ce n'est pas parce qu'elle ne pense pas grand-chose, mais c'est qu'elle se terre dans une profonde désolation. Parce que réellement, quand vous voyez ce qui se passe, et que nous savons que, comme disait Guy Marie Sagna, nous sommes appauvris, mais pas pauvres. Et voilà. Le député sénégalais de la CEDEAO. Oui, voilà, c'est ça. Et quand on voit toutes ces choses-là, on se dit, mais non, mais on se fout de notre gueule, pardonnez-moi l'expression. Donc, c'est réellement, je crois qu'il y a ce problème du manque de sérieux des hommes politiques. Et deuxièmement, du devenir même de cette élection qui va être présentée. Parce que moi, je suis sûr que ce mandat de dépôt, c'est pour qu'il reste là pendant ce temps, au point qu'il ne soit pas, j'allais dire, éligible au moment où ils veulent faire ce que M. Talon ne voulait pas, c'est-à-dire se présenter, que son argentier se présente et prenne la place. Mais nous sommes encore loin d'avoir des raisons de cette analyse, Emmanuel Maïga. On va laisser couler justement la procédure, dossier en instruction. A-t-on dit implication sociale, voie économique, s'il vous plaît, rapidement. Justement, par rapport à l'implication sociale, je suis content que les confrères aient déjà abordé quand même le sujet dans une certaine mesure. Vous savez, lorsqu'on observe la réaction du peuple béninois, c'est assez éloquent de voir le silence assourdissant, comme on le dit souvent, mais de voir l'indifférence carrément que la population a vis-à-vis de cette affaire. Et c'est assez révélateur. Pourquoi? Parce que au-delà même d'être une désolation, comme l'a dit M. Maïga, c'est également une sorte de manque de sérieux de la part
de démonstration du manque de sérieux de la part des acteurs politiques. Regardez depuis combien de mois il y a toute une flopée, toute une avalanche de meetings, de rencontres en soutien à tel ou tel candidat, je ne veux pas citer son nom, mais qu'aujourd'hui, lorsque ce dernier se retrouve dans une situation pareille, que subitement on ait des déclarations à foison pour condamner quelqu'un qui n'est même pas encore jugé, dont on n'a même pas encore fait le procès. Et donc vous imaginez donc où sont passées alors toutes ces personnes-là qui disaient soutenir l'homme pour une éventuelle candidature. Donc c'est pour Monsieur Olivier Bokor. Le manque de sérieux, le manque de sérieux de la classe politique est également cette attitude-là qui finalement contribue à décrédibiliser la partisanerie dans notre pays. On se dit finalement, bon, on soutient l'homme, on soutient quelqu'un parce qu'il est peut-être un financier, il a la main facile, et donc finalement, lorsqu'il est dans des difficultés, on a beau faire de rapidement retourner sa veste et de se réaligner sur un vent beaucoup plus favorable. Je vous laisse approfondir votre analyse de tout à l'heure sur les implications sociales, voire économiques. Emile Guérin. D'abord, je voudrais dire une chose par rapport à ça. Et cette situation montre toute la faiblesse que contient la réforme du système partisane. Ça a affaibli le président Talon, visiblement, et ça a même plombé beaucoup de bonnes actions qu'il a faites pendant sa gouvernance. Parce qu'il n'a pas compris, en fait, nos dirigeants n'ont pas compris, en fait, que cette affaire de système partisan aujourd'hui est obsolète. Et que même comme Simone Veil, la philosophe, l'a suggéré il y a quelques années, quelques dizaines d'années, et que les partis politiques doivent disparaître, en fait. Parce que ce sont des associations qui sont nourries par l'argent du contribuable. Et quand cette situation s'est passée, j'ai entendu les partis politiques faire des communiqués laconiques, ainsi de suite. Aucun parti politique de la mouvance n'a pu sortir la population dans les rues pour soutenir le président de la République. Moi, ça m'a paru quand même bizarre. Comment il a fait tout ça? Il s'est sacrifié, il a supporté tout. Il a dit un jour, moi aussi, j'ai envie d'être aimé par mon peuple. Alors, quand on voit tout ce qu'il a donné dans ce système partisan, qui ne lui apporte aujourd'hui rien du tout, et que ceux qui ont marché avec lui, ceux qui l'ont aidé, ceux qui ont accepté cette réforme aujourd'hui, l'abandonnent. Effectivement, il y a deux versions. Je ne dis pas qu'ils sont forcément coupables, mais de toutes les manières, ceux qui sont là seront jugés par rapport aux accusations du ministère public. Cela dit, je pense aujourd'hui que... Vous voulez dire qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques proches du chef de l'État qui ne croient pas. Oui, même le cette peuple, réforme du système partisan. Enfin, on voit les faits aujourd'hui, de façon empirique, ça a échoué. En dehors de ça, dans la société, enfin, certains Béninois ne croient pas. Certains estiment que c'est une parodie de coup de tête. Et quel que soit le schéma, écoutez, même si par exemple, j'envoie mon ami séduire ma copine ou mon épouse et qu'elle tombe dedans, le résultat est le même. Aujourd'hui, le chef d'État est le seul à savoir jusqu'où sont prêts ceux qui sont proches de lui pour la conquête du pouvoir. Et que, en fait, les enquêtes vont révéler également. Ou lui-même, ceux qui sont aussi mis en cause. Vous savez, on peut tout dire de façon matérielle, physique, mais le spirituel est toujours là. Ils sont les seuls à se regarder devant leur conscience pour dire qu'est-ce que j'ai fait pour que ça me conduise à ce niveau. Parce qu'il y a 4 chefs d'accusation. Il y a blanchiment de capitaux, il y a corruption d'argent public. Et on a vu beaucoup d'argent de liquidité alors que les Béninois ont fait et que l'argent circule pour aller faire quoi? La politique de cette manière-là, la plus violente qui soit. Un coup d'État, la manière la plus violente dans la politique. Et aujourd'hui, quelle leçon on peut tirer? Est-ce que nous sommes prêts à trahir des amitiés, à briser des familles, à mettre en mal tout un tissu relationnel pour la politique? C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui et qu'allons-nous léguer à la jeunesse? Est-ce que c'est ce que le président Talon doit lui-même se regarder dans la classe pour dire j'ai fabriqué ces gens-là, c'est lui qui les a fabriqués. Pour qu'aujourd'hui, M. Oumeki, qui représente la jeunesse, puisse accepter de faire ça, si c'est vrai, et qu'un ami puisse accepter de faire ça. Qu'est-ce que nous voulons léguer à la génération future, à ceux que nous sommes censés montrer un exemple? C'est ça qui, moi, me gêne aujourd'hui. Voilà.